Dans l'actualité, ce lundi, l'ouverture à Abidjan d'un atelier sur la sûreté maritime et l'économie bleue, ouverte par le Premier ministre. La rencontre devrait contribuer à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'action de l'État en mer. Les épreuves écrites du BEPC ont démarré ce matin sur l'ensemble du territoire national. Ils sont plus de 307 000 candidats à frapper aux portes du second cycle. L'examen va se dérouler durant 72 heures avec des compositions dans 10 matières. Aujourd'hui, 20 juin, est commémorée la journée mondiale des réfugiés. Selon le HCR, 65,3 millions de personnes ont dû quitter en 2015 leur pays en raison de guerre ou de persécution. Et c'est un nouveau record. Le nombre de réfugiés ivoiriens, lui, a considérablement baissé selon le gouvernement. Vous le verrez dans ce journal. Et puis, cet autre bilan, durant l'année 2015, 185 personnes sont mortes dans le monde pour avoir défendu des terres d'une destruction certaine par des industriels. Selon un rapport publié aujourd'hui par l'ONG Global Witness, c'est le taux de mortalité annuel le plus élevé jamais recensé. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, cette série d'audiences du Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, s'est entretenue notamment avec Marcel de Souza, président de la commission de la CEDEAO. Sur la table des échanges, le renforcement de la coopération entre les États de la communauté, on retrouve Herman Guivet. D'une CEDEAO des États vers une CEDEAO des peuples, voici l'idée majeure qui a conduit l'audience accordée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan au président de la commission de la CEDEAO, Marcel de Souza. La paix et la sécurité dans la sous-région, le développement de grands chantiers d'interconnexion figuraient également au chapitre des sujets abordés. Ces infrastructures, nous les avons ciblées. La route Abidjan-Lagos et Abidjan-Dakar, en deux phases. La deuxième priorité, c'est les rails, donc l'infrastructure ferroviaire, qui vont partir d'Abidjan, prenant en compte cet rail, avec la boucle qui passe par Niamey, Parakou et puis Cotonou. Évidemment, Lagos également, qu'on fasse une connexion avec Lagos et puis Lomé. Nos pères fondateurs ont souhaité que nous ayons l'intégration et il est temps que nous ayons un peu plus de réalisation concrète que de réflexion, de séminaires, etc. Seconde audience accordée à Arda Hermout, président de l'Association internationale des agences de promotion et d'investissement. Le but principal est de discuter et de trouver les moyens qui vont nous aider pour créer un environnement plus favorable pour les investissements, notamment ici dans la sous-région et la région subsaharienne. Notons que le CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, a pris part à cette audience. Et cet atelier sur la sûreté maritime et l'économie bleue, il a été ouvert ce matin dans la capitale économique ivoirienne par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La rencontre devrait aider le gouvernement ivoirien à rechercher des moyens visant à promouvoir de manière coordonnée et durable des espaces maritimes sécurisés et sûrs au service du pays. Il permettra également aux autorités maritimes ivoiriennes de bénéficier de l'expertise de différents acteurs en matière de lutte contre la criminalité organisée. Le point d'Herman Guivet. 70% de la production pétrolière en Afrique est concentrée dans le golfe de Guinée. Malheureusement, l'insécurité continue de sévir en pleine mer. Une insécurité manifestée de diverses manières, trafic de drogue, trafic illégal d'armes, actes de piraterie et pêche illégale. Actes illicites qui favorisent la corruption, menacent la démocratie et l'état de droit. Des actes qui doivent être combattus par tous les moyens. Le gouvernement ivoirien en a bien conscience. La Côte d'Ivoire s'organise pour donner une réponse appropriée aux défis auxquels elle se trouve confrontée en matière d'économie maritime. Car comme chacun le sait, sur terre ou en mer, aucun développement économique ne peut se faire sans un environnement sûr et sécurisé pour les personnes et pour les biens. En vue d'aboutir à une sécurisation et une appropriation de l'espace maritime national, le gouvernement a procédé à la mise en place d'un comité interministériel composé des départements ministériels ayant un intérêt en mer sous la coordination du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les pays amis et nos partenaires reconnaissent que nous avons dans le secteur de l'action de l'État en mer des officiers et des cadres bien formés et solidement outillés pour les missions qui leur sont dévolues. Ce qui leur fait souvent défaut, ce sont les équipements et les infrastructures. Pendant 2 jours,
Experts en matière de lutte contre la criminalité dans les espaces maritimes et autorités maritimes ivoiriennes partageront leurs expériences. Le résultat de leurs travaux contribuera à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'action de l'État en mer. On en vient à ce geste de solidarité pour venir à bout du chômage. Cet après-midi, des structures sous tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministère de la Promotion de l'Emploi des Jeunes et du Service civique ont signé plus d'une convention, un partenariat pour faire baisser la courbe du chômage dans le pays, comme nous le montre Grace Kando. Plusieurs actions sont menées sur le terrain pour apporter une solution à cette problématique de l'emploi des jeunes à travers des partenariats. Des conventions entre des structures relevant du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministère de la Promotion de l'Emploi des Jeunes et du Service civique ont été signées. Ces signatures de conventions entre nos différentes structures viennent consacrer une coopération fructueuse au service de l'amélioration de l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire. La jeunesse, c'est le socle d'un pays, c'est l'énergie d'un pays, c'est son avenir. Si la jeunesse est bien formée, le pays va se développer. Si la jeunesse a un encadrement moral efficient, les actes que les jeunes vont poser vont aller dans le sens du développement du pays. Et je souhaite que ces partenariats aient des résultats concrets. L'action est encouragée par les guides religieux. Ils se sont engagés à accompagner la politique du gouvernement en matière d'employabilité des jeunes. L'actualité ce lundi aussi marquée par le démarrage des épreuves écrites du BEPC ce matin sur l'ensemble du territoire national. Ils sont plus de 307 000 candidats à frapper aux portes du second cycle. L'examen va se dérouler durant 72 heures avec des compositions dans 10 matières. Le reportage de Koné Pargassoro. Par ce geste, le directeur de cabinet de la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, donne le top départ des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC. C'est le centre d'examen du lycée municipal d'Atekoubé qui a servi de cadre pour le lancement des premiers sujets. Assoumou Cabran s'est ensuite rendu au lycée moderne Jeune Fille de Yopougon pour encourager mais aussi exhorter candidats, membres du secrétariat, surveillants, chefs de centre à travailler de façon consciencieuse. Il faut qu'ils soient professionnels. De la même façon qu'on a eu à faire les enseignements dans des conditions très claires, ce n'est pas à la fin de l'année qu'il faut changer. Donc c'est le même esprit qui a guidé notre travail d'enseignants. C'est ce même esprit-là que nous voulons voir présider nos actions lorsqu'il s'agit donc de faire l'évaluation finale. Message bien reçu par les différents acteurs du système éducatif. Ce n'est pas pendant les écrits ou pendant les examens qu'il faut les aider. Quand on veut aider un enfant, c'est au début de l'année scolaire qu'on aide l'enfant. Tout se passe bien jusque-là. Les candidats ont déposé de l'autre côté là-bas tous les documents compromettants. Au total, 330 048 candidats composent dans 552 centres d'examen sur toute l'étendue du territoire national. Des candidats qui se disent confiants, ils trouvent les épreuves abordables. On a commencé à 8 heures, puis nous sommes en train de composer pour la composition française. C'est facile. C'est la première épreuve, tout se passe bien. C'est quelque chose que nous avons vu en classe, c'est abordable, je peux m'en sortir. Pendant 3 jours, ces candidats composeront dans 10 matières, dont une matière facultative. Ces épreuves écrites de la session 2016 du brevet d'études du premier cycle et du test d'entrée en seconde se tiennent dans 552 centres d'examen. Jusque-là, tout se déroule sans incident majeur. D'autres échos du BEPC dans des villes de l'intérieur du pays, à Sikensi, Boaké et Korogo. Ils sont 6 908 pour le BEPC et 478 pour le test d'orientation en seconde, soit au total 7 386 candidats repartis dans 15 centres d'examen. Avant le démarrage des épreuves, la peur et le stress sont perceptibles chez certains candidats. Dans la direction régionale de l'éducation nationale du Poro, les examens à grand tirage pour cette année sont placés sous le signe de l'excellence. Les épreuves écrites du BEPC et du test d'orientation en seconde prendront fin ce vendredi. Les résultats sont attendus le 12 juillet 2016, 14h. Contrôle strict des convocations et des pièces d'identité des candidats à l'entrée du lycée moderne de Nembo, centre d'examen du BEPC, composition française, 2 sujets au choix. C'est par cette discipline
que les 16 935 candidats de la région de Békay repartis dans 27 centres ont débuté les épreuves écrites de cet examen. Si les candidats officiels négocient leur entrée au second cycle, les candidats libres, eux, sont à la recherche de ce précieux sésame pour négocier un autre virage dans la vie active. Lycée municipal de Sekensi, un des centres d'examen du BEPC dans la direction départementale de l'éducation nationale de Tiassalé. Les candidats reçoivent la visite des autorités éducatives locales, accompagnés du secrétaire général de la préfecture de Tiassalé, Kokora Xavier, et du maire de Sekensi. Entre vœux de succès et exhortation à la sérénité et à proscrire la tricherie, les candidats restent concentrés pour plancher sur l'épreuve de composition française, la première de la journée. Ils sont au nombre de 636 pour le seul centre du lycée municipal de Sekensi, où examinateurs et membres des secrétariats veillent au respect strict des consignes et à la vigilance. Pour cette session 2016 du BEPC dans le département de Tiassalé, Chantal Rosine Tareg, directeur départemental de l'éducation nationale, a recommandé aux uns et aux autres de faire preuve de plus de responsabilité pour des examens crédibles et propres. La même recommandation a été faite à Tabo et à Tiassalé, dernière étape de la tournée des autorités éducatives de ce département. Aujourd'hui, 20 juin, est commémorée la journée mondiale des réfugiés. Moment choisi pour réfléchir et mobiliser autour de ces personnes vulnérables et dire que ces personnes qui ont quitté leur terre pour une autre sont de plus en plus nombreuses. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés HCR, 65,3 millions de personnes ont dû quitter en 2015 leur foyer ou leur pays en raison de guerre ou de persécution. Et c'est un nouveau record. Le nombre d'exilés ivoiriens, lui, a considérablement baissé selon le gouvernement. Il est aujourd'hui de moins de 45 000 personnes. Tous les Ivoiriens réfugiés à l'extérieur sont d'ailleurs appelés à rentrer au pays. Les chiffres, le point sur la situation des réfugiés, c'est avec Herman Guivet. Guerre civile, crise migratoire, famine, catastrophe naturelle, autant de mots qui s'abattent sur l'humanité et qui engendrent de lourdes conséquences. Au nombre de celles-ci, les mouvements massifs de personnes vers d'autres cieux, fuir la mort pour trouver la vie ailleurs. Ils sont, selon le HCR, le Haut Commissariat des réfugiés, plus de 65 millions de personnes qui ont dû quitter leur foyer. Toujours selon les statistiques du HCR, chaque minute qui s'écoule, 24 personnes quittent leur terre natale pour une destination inconnue. Des chiffres qui inquiètent l'organisation et obligent à une action collective pour freiner ces mouvements de personnes qui déstabilisent les sociétés. Fuite de cerveau, fuite de compétences, aucun continent n'est épargné. L'étiquette de réfugié est sans aucun doute la plus partagée dans le monde. Pour beaucoup d'entre eux, le nouveau départ tant recherché n'aura jamais lieu. Les espoirs de lendemain meilleur iront mourir dans la Méditerranée ou dans les camps de fortune installés à la lisière des grandes capitales européennes. Sur le champ de l'exil, les portes ne sont pas toujours ouvertes. Certains pays d'Europe, devant l'affluence des déplacés, se barricadent. L'Afrique tient également une place de choix dans le livre des déplacés en quête de bonheur. L'instabilité économique et politique qui sévit dans plusieurs pays du continent y est pour beaucoup. En Côte d'Ivoire, des actions sont initiées par le gouvernement afin d'aider au retour des Ivoiriens lancées depuis quelques années sur les chemins de l'exil. Des actions engagées avec le concours du HCR. L'institution internationale demande plus d'actions de la part des pays économiquement forts afin de freiner cet exode massif de déplacés, nul n'étant à l'abri de cette catastrophe humanitaire. En attendant qu'une solution efficace soit trouvée pour limiter cet exode de population, les réfugiés ont besoin d'aide et de l'assistance de tous. Eux ont bénéficié d'aide et d'assistance justement. Ils ont donc décidé de mettre un terme à leur exil au Libéria voisin, pays qu'ils avaient rejoint lors des heures chaudes de la crise post-électorale ivoirienne. Eux, ce sont des désormais ex-réfugiés qui vivent à Bloléquin, dans l'ouest du pays. Aujourd'hui, ils semblent ne pas regretter leur retour. Ils reprennent goût à la vie. Eve Boué, notre correspondante dans la région, est allée à leur rencontre. Reportage. Rita Douo est une ex-réfugiée. Originaire du département de Bloléquin, elle est rentrée du Libéria en 2014 avec son époux et leurs 2 enfants.
Malheureusement, en essayant de récupérer sa forêt pour faire vivre sa famille, son époux a été assassiné. Son papa lui avait promis 12 hectares. Il est venu trouver 4 hectares. La forêt qui était derrière les 4 hectares était déjà vendue. Lui, il ne savait pas. Comme il a tout nettoyé la forêt, c'est dans la forêt maintenant qu'ils l'ont tué, ils l'ont assassiné. Comme l'époux de Rita, ils sont nombreux ces retournés qui sont confrontés au problème du foncier rural. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vraiment tout était devenu compliqué. J'ai perdu toute ma forêt. Ma forêt a été dévastée, tout vendu. Je ne sais même pas où il faut travailler pour avoir un peu. En plus de la question foncière très récurrente, ces ex-réfugiés éprouvent des difficultés pour se soigner. J'ai un cancer. Je n'ai jamais été pris en charge, ni ici ni au Libéria. Travailler pour nourrir les siens, une chose difficile. Certains essaient de retrouver un emploi perdu. J'ai formé ma demande de réintégration. J'ai déposé à la préfecture, à Sarah. Bon, j'attends de voir. Toujours quand je m'avais, on dit qu'il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Par contre, d'autres ont suturé leur épingle du jeu. Quand je suis arrivé, je me suis adapté à mes amis commerçants. Donc actuellement, mon patron même Abed, il est là à la gare. Je lui ai expliqué mon cas aussi. En tout cas, il m'a apporté de l'aide. Il me donne un peu quand je travaille. Je vais verser son argent et en tout cas, ça m'aide à survivre. Survivre, un mot qui trouve tout son sens avec les ex-réfugiés du département des Bleu-le-Quin. L'État et ses partenaires comme le Haut Commissariat des réfugiés, le Programme alimentaire mondial, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides les aident à retrouver une dignité. Comme ici à Keibli, un village quartier des Bleu-le-Quin. 116 ex-réfugiés travaillent dans ce champ communautaire. On vend une partie qu'on met dans la caisse pour subvenir à nos besoins et la seconde partie, on la distribue à tous ceux qui ont participé aux travaux. Des actions insuffisantes pour leur totale réinsertion. Réunis donc en association, ils lancent un appel. En attendant un écho favorable à cette demande, la vie suit son cours pour ces 1300 familles rentrées du Libéria suite à l'appel du président de la République. Ce 20 juin donc, la journée mondiale des réfugiés a été marquée par une cérémonie au cours de laquelle l'accent a été mis sur la solidarité, activité initiée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR en collaboration avec le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides Sahara. Direction maintenant le Temple du Savoir, l'université Félix Houphouët-Boigny. Un hommage y a été rendu ce matin à Alaba Roland Bonaventure, l'étudiant décédé au campus de Cocody après avoir été percuté par un policier vendredi dernier. Plusieurs étudiants ont pris part à une marche pacifique au sein de l'université, accompagnés de quelques membres du gouvernement. Les étudiants ont déposé des gerbes de fleurs sur le lieu de l'accident, lieu situé sur la voie non loin du portail de l'entrée CHU qui a été baptisé place Alaba Roland. Le témoignage d'Éric Goré. Des milliers d'étudiants en procession pour rendre hommage à Alaba Roland, étudiant en licence 1 en sciences éco à l'université Félix Houphouët-Boigny, décédé à la suite d'un accident de circulation le vendredi 17 juin dernier sur le campus. Ses amis entendent honorer sa mémoire à travers cette marche. On est en train de lui rendre hommage et j'en suis fier. Mais c'est une famille qui a perdu quelqu'un sur lequel ils avaient investi. Et c'est une personne handicapée et c'est ce qui fait encore le plus mal parce que nous bravons assez de difficultés pour venir au cours. Ce décès tragique ne laisse pas indifférent le gouvernement ivoirien. 3 ministres sont venus soutenir les étudiants dans cette épreuve difficile. Côte à côte, les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des sports et loisirs et enfin de la solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Les étudiants ont décidé de lui rendre hommage, mais de façon pacifique, pour montrer que c'est un accident qui peut arriver à tout le monde. Les leçons qu'on doit tirer, c'est qu'il faut davantage sécuriser le campus. C'est ce que les étudiants demandent et nous sommes d'avis avec eux, mais tout doit se faire dans le dialogue, dans la discussion et non dans la violence. Les étudiants ont marché pacifiquement et ils ont démontré devant les autorités qu'ils voulaient tourner dos à la violence. Et à l'université Félix Houphouët-Boigny, tout s'est passé dans des conditions meilleures. Ils ont aussi montré à travers cette marche l'amour qu'ils avaient pour leurs amis qui les a quittés. En économie ce soir, l'ouverture ici à Abidjan du premier forum régional sur l'investissement en Afrique subsaharienne.
Les experts réfléchissent à la mise en place de mécanismes et stratégies en vue d'augmenter le volume des investissements pour l'émergence des 48 pays d'Afrique subsaharienne. Le récit de Francis Boifo. Augmenter le volume des investissements directs étrangers en Afrique subsaharienne, il le faut. Sur plus de 700 000 milliards de francs CFA investis à travers le monde en 2015, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, l'Afrique subsaharienne a enregistré plus de 21 000 milliards, soit 3% du flux global. La rencontre d'Abidjan permettra aux responsables d'agences de promotion d'investissement de repenser les mécanismes et stratégies pour relancer l'investissement étranger en tenant compte des facteurs de blocage. Le privé ne s'accommode pas de bruit de bottes. Le privé ne s'accommode pas de désordre. Le privé ne s'accommode pas de corruption. Voilà les facteurs. La Côte d'Ivoire attend beaucoup de ce forum, même si le pays enregistre de nombreux acquis en matière de promotion d'investissement. Il s'agit notamment de la restructuration du CEPICI, l'octroi de l'agrément à l'investissement en 21 jours, 3. La création de la haute autorité de la bonne gouvernance et de la lutte contre la pauvreté, 4. L'adoption d'un cadre réglementaire des PPP, 5. La création du tribunal de commerce d'Abidjan, 6. La mise en place du Conseil national de la sécurité pour les réformes du secteur de la sécurité, et enfin la mise en place d'un comité de concertation État secteur privé. Les conclusions issues de cette rencontre seront soumises à l'attention des chefs d'État pour améliorer l'environnement des affaires dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Des images, celles montrant des acteurs du secteur du vivrier formés aux techniques de vente modernes dans le cadre de la politique d'intégration des produits vivriers locaux dans les grandes surfaces. Le Conseil national de lutte contre la vie chère et l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers les forment donc sur plusieurs points, notamment la tenue d'une comptabilité simplifiée, la maîtrise de l'environnement juridique et administratif de la grande distribution, le conditionnement et la conservation du vivrier en tenant compte des normes et standards internationaux en matière de qualité et de calibrage des produits vivriers. Ouvert jeudi dernier à Yamoussoukro, les travaux sur le statut de l'élu local et la fonction publique territoriale viennent de prendre fin. Des échanges d'expériences entre acteurs de la décentralisation et du développement local ont marqué cette rencontre de réflexion, comme nous le montre Charles Tato. Les maires francophones viennent de boucler les travaux de leur rencontre sur le statut de l'élu local et la fonction publique territoriale. Les travaux ont enregistré près de 160 participants, acteurs du développement local et partenaires techniques et financiers. Ils ont échangé pour armer le groupe de plaidoyer d'argumentaires documentés basés sur des diagnostics. Une création de centre national pour la formation, mais également la gestion du personnel dans nos collectivités locales. L'année dernière, nous étions déjà en France pour voir le site de formation de personnel local. Nous avons déjà tous les textes pour implanter cet institut ici en Côte d'Ivoire. Des recommandations, mais aussi des motions de remerciement à l'endroit du chef de l'État. Pour le grand intérêt qu'il a toujours manifesté pour le processus de la décentralisation, en retenant comme pilier de son action de développement la mise en place d'un institut national de renforcement des capacités des collectivités territoriales et d'une fonction publique territoriale inscrite au nombre des engagements qu'il a pris dans son programme de gouvernement. Le président de l'UVICOSI, Gilbert Koné-Kafana, et le préfet de la région du Bélier ont salué les efforts des participants. Quelle musique pour l'Ivoirien nouveau? C'est le thème de la 25e édition de la Fête de la musique. Une interrogation qui aura guidé la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu à Grand Bassam. Un plateau intéressant sera proposé par le ministère de la Culture et de la Francophonie durant les 9 jours de festivités autour de la musique. L'événement se tient du 17 jusqu'au 26 juin prochain, en plus d'Abidjan à Grand Bassam, Bonois et à Boisseau, le point de Franco Adio. Sa prestation achevée, c'est la fête de la musique, un moment qu'affectionne l'artiste Boklaï. Faire de la musique dans la joie, faire de la musique dans la positivité, dans l'amour du prochain.
C'est là le sens de la fête de la musique, en fin de compte, lancée en 1984 par Jacques Lang, homme de culture en France. Pour la 25e édition, Grand Bassam en Côte d'Ivoire est choisi. Musique de tout genre et de tous les âges pour planter le décor. Et quand la musique est belle, le mérite aux acteurs. Et cela n'est pas oublié par Fousseni Dambélé, directeur de cabinet représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie Maurice Bandama. Le musicien, l'artiste donne plus qu'en retour l'individu, la société, l'État ne lui donne. Donc nous devons célébrer, nous devons féliciter et nous devons être reconnaissants à nos faiseurs de musique. Félicitations, mais aussi rappeler le rôle social que devrait jouer le faiseur de musique. Quelle musique pour l'Ivoirien nouveau? Le thème est à propos. Pour ces musicologues, il faut donner un vrai contenu au message. Insister sur un contenu politique amenant l'Ivoirien à se débarrasser du racket, à se débarrasser du népotisme, inviter l'Ivoirien à un esprit plus civique. Même avec le zouglou, je peux y arriver. Et avec le coupé décalé, avec d'autres types de musique, même de nos terroirs. Et justement sur la question, arrangeurs et chanteurs entendent faire des efforts. Alors, franchement, l'Ivoirien nouveau doit adopter un style de musique qui puisse l'amener à construire même son pays. Et je pense que c'est faisable. Le coupé décalé, vous avez remarqué, c'est en train de gérer ça avec Moula 4 coins du monde qui est notre boss du coupé décalé. On est en train de bosser tout pour que les artistes coupé décalé maintenant véhiculent des messages. Être dans le moule pour une musique plus constructive, ce sera ça de gagner. En filigrane, un nouveau type de mélomane pour l'horizon futur. La musique également au cœur du Festival de la culture et des arts d'An, FECADAN, qui a ouvert ses portes samedi dans la ville de Mans. Outre les chants, c'est un véritable carrefour de découverte de danses traditionnelles, courses de masques, concours culinaires et circuits touristiques, de quoi permettre au monde de parcourir le riche patrimoine culturel du peuple là-dedans. Le compte-rendu d'Ève Boué. Place de la paix de Mans, des danses, des chants traditionnels et tradimodernes. Les populations de la région du Tonkouy mettent en avant les us et coutumes d'An. C'est la cérémonie d'ouverture de la 2e édition du FECADAN, Festival de la culture et des arts d'An. Tous les pans de la tradition d'An sont valorisés à ce rendez-vous de la culture et du tourisme. Placer la culture au cœur du développement est un investissement capital dans l'avenir du monde. Fils et filles du Tonkouy, le développement à l'ouest peut aussi passer par la culture. La culture et l'art sont, comme on le dit, le père et la mère du tourisme. Et grâce à vous, le monde entier sait qu'ici à Mans, nous avons une cascade naturelle. Les saints de la forêt sacrée de Beuple. Le monde entier connaît le peuple d'An. Merci pour cette belle initiative. Pour les cadres de la région du Tonkouy, il est plus que nécessaire de faire la différence entre la politique et la culture. Il ne faut pas qu'on mélange la politique et la tradition et la culture qui vont faire que les Blancs vont venir ici par curiosité pour voir ce que le Yakuba est capable de produire. Que tous les cadres se mettent ensemble pour faire la promotion de notre destination. La sauce longueur ne se trouve qu'à Mans. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le sran. Mais le sran, c'est un arbre, c'est un fruitier. Et si cet arbre disparaît, je ne suis pas sûr et certain, nous irons ailleurs pour aller chercher, ce qui n'est pas normal. C'est pour cela que j'invite tout le monde à faire du FECA notre affaire à nous tous. Les festivaliers auront 4 jours pour découvrir le riche patrimoine culturel du peuple d'An. On termine avec ce constat. Durant l'année 2015, 185 personnes sont mortes dans le monde pour avoir défendu des terres d'une destruction certaine par des industriels. Selon un rapport publié aujourd'hui par l'ONG Global Witness, c'est le taux de mortalité annuel le plus élevé jamais recensé, avec une augmentation de 59% par rapport à 2014. Au moins 185 défenseurs de l'environnement tués en 2015, soit un assassinat tous les 2 jours recensé dans 16 pays du monde. C'est ce qui ressort du dernier rapport On Dangerous Ground, en terrain dangereux, publié ce lundi 20 juin
par l'ONG Global Witness. Un chiffre en hausse de près de 60% par rapport au rapport 2014. Un record jamais atteint depuis 2002, date de la publication du premier rapport. Le Brésil est en peloton de tête avec 50 morts au compteur, suivi des Philippines, 33 morts, et de la Colombie, 26 morts. Toutes ces personnes ont été tuées dans des conflits associés, majoritairement à l'extraction minière, à des activités agro-industrielles, forestières, hydroélectriques ou de braconnage. Les auteurs de ces assassinats, selon le rapport, sont issus pour la plupart des groupes paramilitaires, militaires, police et services de sécurité privés. L'ONG en appelle à l'implication des États pour mieux protéger les défenseurs de l'environnement. Global Witness en appelle aussi aux investisseurs et aux consommateurs, dont les choix à un bout du monde ont un impact direct sur le reste de la planète. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.